Donc pour pouvoir vous partager, mes, travaux de recherche, en lien avec une intervention qu'on a développée au Québec. Hem, donc pas trop de sensibilité, ça peut être, on peut dire Québec, on peut dire Canada, on peut dire, Montréal aussi, bien que, mon université d'attache est à Trois-Rivières, donc à 1h30 de Montréal. Je vais vous inviter à faire une espèce de retour, à rebours là, sur le plan développemental, puisque l'intervention que je vais vous présenter s'adresse à des parents et des enfants en bas âge. Depuis le début de la journée, il a été question de maltraitance. Je ne vais pas m'étendre sur, ce concept-là, mais simplement garder en tête qu'on parle à la fois d'actes d'abus qui sont commis envers les enfants, mais aussi, d'absence de soins, parentaux, qui sont, nécessaires au développement, de l'enfant. Donc, on va parler ici de négligence et la documentation scientifique est assez claire sur le fait que, on voit des effets à long terme de la maltraitance sur le développement de l'individu et je ne vais pas m'attarder sur ces études, mais je voulais quand même porter attention à l'une d'entre elles qui a été, réalisée par Lee Raby, et publiée il y a 2 ans. Je la trouvais intéressante d'une part parce qu'elle est prospective et il y en a pas tant que ça, des études prospectives, qui s'intéressent à l'impact de la maltraitance à long terme. Mais donc dans leur devis de recherche, leur objectif, c'était vraiment de tenter de voir comment la maltraitance entre 0 et 5 ans peut continuer à expliquer le développement des compétences, sociales et académiques jusqu'à l'âge adulte, de tenter de voir si ce lien perdure et s'il demeure suffisamment, important dans le temps ou s'il a plutôt tendance à s'étioler, mais aussi de manière à circonscrire le phénomène de la maltraitance en bas âge, ils ont considéré dans leur étude des facteurs environnementaux, donc par exemple, des éléments sur, la qualité de l'environnement familial, au même moment où la maltraitance est investiguée, mais ils ont également considéré les épisodes de maltraitance plus tard dans le développement. Et en regardant l'ensemble de ces facteurs, ce que leurs résultats ont montré, c'est que, effectivement, la maltraitance en très bas âge continue à expliquer les compétences sociales, à l'âge adulte, et même, que ce lien demeure direct dans le temps. Donc une trentaine d'années plus tard, on voit encore les effets de la maltraitance sur les compétences sociales. Pour ce qui est, des compétences, académiques, ce lien-là demeure dans le temps, donc on continue également à voir l'impact de la maltraitance. Par contre, le modèle explicatif le plus solide statistiquement est celui, d'une relation indirecte. Donc ce qu'on voit, c'est que la maltraitance va en fait affecter, l'adaptation, le développement de l'individu à différentes étapes développementales et ce sont ces altérations sur les différentes étapes développementales qui vont expliquer le mieux, des difficultés au niveau des compétences académiques à l'âge adulte. Donc, ces résultats-là sont assez saillants et nous invitent, en fait, ils montrent comment la maltraitance va induire chez les individus une trajectoire de risque et ils nous invitent naturellement à intervenir le plus rapidement possible et de façon le plus efficace, idéalement en bas âge, pour tenter, de contrecarrer, cette trajectoire de risque vers laquelle se dirigent ces enfants. Donc, bien évidemment, quand il est question, de maltraitance, quand on reçoit des enfants qui ont été signalés et pour lesquels la maltraitance s'avère avérée, il y a toutes sortes d'interventions qu'on peut être en train de mettre en place pour soutenir le développement de ces enfants. L'une d'entre elles, c'est le placement. Donc, le placement permet de mettre un terme aux épisodes de maltraitance et ce qu'on souhaite, permettre à l'enfant de grandir dans un environnement qui sera capable de répondre, davantage à ses besoins.
naturellement, le placement est une intervention généralement de dernier recours. On va tenter autant que possible de maintenir l'enfant, dans sa famille d'origine et donc dans la plupart des cas, on va offrir toutes sortes d'interventions, que ce soit auprès des parents ou auprès des enfants ou encore de la cellule familiale pour venir aider, le développement de l'enfant, mais aussi soutenir, les parents dans leur capacité à prendre en charge leur enfant d'une façon adéquate. Hem, la le choix d'intervention qui sera fait, naturellement, va prendre en considération les besoins qu'on identifie chez ces familles, chez ces enfants et aussi les ressources, dont on a à notre disposition. Mais on devrait être en train de réfléchir en termes de cible d'intervention, en plus de ces 2 aspects, de tenter de cibler des éléments qu'on sait qui seront directement affectés par la maltraitance, mais aussi, des cibles qu'on sait pouvant être des mécanismes qui vont soutenir le développement d'autres habiletés et donc en ciblant ces mécanismes, on va être en train, de soutenir le développement de l'enfant non seulement dans la sphère qu'on est en train sur laquelle on est en train d'intervenir, mais également sur d'autres sphères qui, pourront profiter de cette intervention-là. Et avec ces éléments en tête, on pense bien évidemment à la question de l'attachement. Donc, pourquoi l'attachement en contexte de maltraitance? Mais on sait dans la documentation scientifique, dans les différents échantillons, qu'il y a jusqu'à 80 des enfants maltraités qui vont présenter un attachement désorganisé, donc le patron qui est le plus souvent associé à la psychopathologie. Et on sait aussi, dans les études, donc ça a été maintes fois démontré, que l'attachement va être associé à un grand nombre, d'habiletés, et de fonctionnement sur le plan développemental. Donc on peut penser à la régulation émotionnelle, aux habiletés sociales, au développement cognitif et même maintenant on tente d'aller du côté de la morphologie cérébrale, mais également du côté de la santé physique. Donc on voit comment la sphère de l'attachement va toucher à un ensemble, d'autres sphères. Donc, avec ça en tête, il y a beaucoup de chercheurs et d'intervenants qui ont développé des interventions qui sont fondées sur la théorie de l'attachement. Je ne sais pas si vous avez déjà mis la main sur cet ouvrage que je vous recommande si les interventions en attachement vous intéressent. Donc, le Handbook of Attachment-Based Interventions, qui répertorie un certain nombre d'interventions qui sont fondées sur l'attachement. Les interventions qui sont proposées sont pas tous identiques. On voit des différences, d'un type d'intervention à l'autre, mais ils ont comme tronc commun les mêmes principes théoriques et donc on voit vraiment une parenté et un fil conducteur, d'une intervention à l'autre. Fil conducteur, naturellement qui s'appuie sur la théorie, puis certains principes de base de la théorie de l'attachement dont notamment le fait que cette théorie-là s'est élaborée à partir de l'observation. On sait comment John Bowlby, Mary Ainsworth ont observé pendant un nombre incalculable d'heures, des enfants en interaction avec leurs parents, mais aussi des enfants en contexte d'adversité, et de détresse. Et donc cet aspect-là est important à considérer dans les interventions en attachement. L'autre principe aussi qui est assez fondamental, c'est, l'importance des comportements parentaux. Donc on sait comment la façon dont le parent va prendre soin de son enfant et qui va répondre à ses besoins, particulièrement dans les situations de détresse. Donc ce sont ces comportements-là qui seront, à la base même du développement du patron d'attachement, de l'enfant par la suite. Et on sait par ailleurs que, les comportements parentaux, constituent, un aspect qui est vraiment, mis à rude épreuve, dans les populations d'enfants maltraités. Donc on voit comment, il y a des, problématiques qui sont observées de ce côté-là chez les parents, qui vont soit avoir des comportements maltraitants à l'égard de leur enfant ou encore, qui n'arriveront pas à protéger leur enfant d'épisodes de maltraitance. Donc l'intervention que nous, on a développée
qui est le Attachment Video Feedback Intervention, donc l'AVI. Donc on l'a développé en s'appuyant sur d'autres, interventions qui ont été, réalisées avant nous. Hem, donc on s'est appuyé sur une littérature déjà existante, mais aussi c'est une intervention qu'on a développée de concert avec des intervenants en protection de l'enfance et donc on s'est vraiment assis ensemble pour réfléchir à la façon dont on voulait mettre en place, la vie. C'est une intervention par enfant, donc vraiment dyadique, de courte durée. On privilégie 8 rencontres d'intervention sur une base hebdomadaire et cette intervention, elle a été d'abord conçue et validée auprès de populations d'enfants victimes de maltraitance. Et au départ, elle a aussi été conçue pour les jeunes enfants, donc des dianes qui incluent un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Donc, je vais vous parler un peu de l'intervention. Naturellement, je n'irai pas dans le détail. Il y a toute une formation là, qu'on offre aux intervenants qui souhaitent utiliser cette intervention-là et qui s'accompagne généralement de supervision aussi pour s'assurer là, que le protocole qui est mis en place respecte les fondements mêmes de l'intervention. Donc, ce qu'on souhaite, on intervient beaucoup, je vous dirais, avec le parent, même si c'est une intervention qui est dyadique. Le parent est notre premier interlocuteur. Vous imaginez quand on travaille avec les jeunes enfants, mais on va souvent passer par le parent pour soutenir la relation. Et donc, ce qu'on fait dans notre intervention et ce qu'on vise, c'est d'aider le parent d'abord à mieux comprendre les besoins affectifs de son enfant et tout particulièrement les besoins d'attachement. Donc, on pense que si le parent saisit mieux, en bas âge, quels sont les besoins affectifs de son enfant, comment bien y répondre, comment faire attention aux enjeux d'attachement, mais il risque, hem, de changer sa façon d'intervenir au quotidien, ayant ceci en tête. On ne veut pas par ailleurs que l'intervention reste qu'à un niveau cognitif cérébral. Pour nous, c'est bien important, d'amener le parent à devenir un bon observateur de son enfant. Donc autant comme expert en attachement, c'est important pour nous, d'être beaucoup dans l'observation, autant on souhaite que les intervenants acquièrent cette capacité-là de bien observer, décoder et autant on souhaite que le parent aussi développe cette habileté, donc s'intéresse à ce qui se passe à son enfant, qu'il porte attention à ses signaux, à la façon dont il réagit, et qu'il se pose des questions. Hein, donc on veut vraiment amener le parent à réfléchir plus loin que simplement le comportement et à tenter de comprendre ce qu'il y a derrière les comportements qui sont exprimés par son enfant. Donc, on souhaite que le parent arrive à répondre, à son enfant de façon sensible et contingente à ses besoins. Donc, en comprenant mieux les besoins, en étant davantage capable d'observer ce qui se passe, et en posant toutes sortes d'hypothèses. En principe, le parent devrait être capable par la suite de tenter d'intervenir ou d'offrir des réponses, qu'il souhaitera sensibles, donc qui répond bien aux besoins de l'enfant, et on invite aussi le parent à porter attention à la façon dont l'enfant reçoit cette réponse et à s'y ajuster, hein. Donc la réponse est sensible dans la mesure où elle touche sa cible et où l'enfant est apaisé et rassuré. Parfois, on fait des essais, puis on réalise que c'est pas tout à fait ça que l'enfant a besoin et donc le parent doit s'autoriser aussi à essayer différentes façons d'intervenir. Dans l'intervention, on offre aux parents un espace pour réfléchir, prendre du recul. Je vais vous expliquer un peu comment on procède, mais on souhaite que le parent continue à utiliser cet espace réflexif en dehors des rencontres, se donne la possibilité de penser, réfléchir avant d'être en train d'agir ou de réagir à ce qui est en train de se passer avec son enfant. Et comme l'intervention est de très courte durée, on veut le plus rapidement possible s'assurer que le parent, puisse, être assez autonome dans sa capacité à trouver des réponses à ces questions.
Naturellement, le parent ne sera pas toujours sensible, hein, c'est impossible d'être constamment sensible et de répondre toujours parfaitement, aux besoins, des enfants. Ce qu'on souhaite, c'est que le parent prenne conscience des moments où il a pu être plutôt insensible, même parfois présenter des comportements, atypiques, qui peuvent être, effrayants pour l'enfant. Donc qu'il en prenne conscience et qu'il trouve des façons de réparer la relation. Donc, comment après ça s'assurer de refaire le lien avec l'enfant, puis de le rassurer dans l'après-coup. Donc, à chacune des rencontres d'intervention, il y a 3 temps à l'intervention. On commence habituellement par une discussion avec le parent, discussion qui peut, être, un thème qui est abordé par l'intervenant, donc où l'intervenant souhaite parler de certains enjeux avec le parent sur le plan développemental, sur le plan affectif, mais ça peut aussi être une discussion sur les préoccupations que le parent peut avoir lui-même par rapport à son rôle parental, par rapport à son enfant. Ou encore, le parent peut, vouloir aborder, des enjeux qui se sont produits dans la semaine, donc entre les rencontres. L'intervenant va amener le parent à réfléchir à ce qui se passe pour son enfant, donc d'aider aussi le parent à départager ce qui lui appartient, ce qui appartient à l'enfant et de ramener dans la discussion de quelle façon cette thématique-là est en train, de faire écho à ce qui se passe, sur le plan relationnel entre eux. Donc ça, c'est dans un premier temps. Bien sûr, quand on travaille avec les jeunes enfants, le parent va être l'interlocuteur principal. Plus l'enfant grandit, mais plus on l'implique directement dans cette période de discussion. Dans un deuxième temps, on propose une activité par enfant qui sera filmée. C'est souvent un jeu, mais c'est pas, nécessairement le cas. Donc dans cette période-là, on invite la diade à être en interaction d'une façon différente. Donc on va proposer une activité et une consigne qui va les inviter à tenter d'être ensemble, et d'essayer de nouvelles stratégies interactionnelles. Donc par exemple, quand on est en présence d'une dynamique relationnelle où on a un enfant qui est très, très inhibé, retiré, avec un parent qui est plutôt intrusif, on va choisir une activité qui va amener l'enfant à pouvoir prendre un peu plus de place, être un peu plus actif et on va proposer aux parents d'être plutôt un observateur ou de suivre son enfant et de ne pas être en train d'initier. Donc, on accompagne d'une rencontre à l'autre la diade et on évolue dans les activités qu'on leur propose de façon vraiment à soutenir le développement de ces nouvelles habiletés sur le plan relationnel. Suite à la rencontre, pas suite à la rencontre, pardon, suite à la période, qui est de jeu qui est filmée, donc on s'assoit avec le parent, avec l'enfant et on regarde avec eux la séquence vidéo. Cette partie-là, souvent, est anxiogène pour les parents qui savent pas trop, comment on va reprendre la vidéo avec eux. Mais pour nous, c'est vraiment un aspect qui est excessivement important et qui est gage là, de la réussite, de la thérapie. Donc on, visionne la vidéo et on va arrêter, la vidéo à différents moments, et on invite le parent à porter attention à ce qui s'est passé dans l'échange et on l'invite à réfléchir à ça. Souvent aussi, le parent lui-même va faire certaines interventions et va nous inviter à arrêter la vidéo pour qu'on puisse en discuter. Donc, pour vraiment soutenir, le changement sur le plan relationnel, on va prendre des ancrages, sur différents moments d'interaction quotidien. Donc, à chacun des temps, de la rencontre, on va, faire des liens avec ce que le parent nous dit de la relation avec son enfant ou à ce qu'on a observé dans l'échange avec eux. Donc on les ramène souvent sur ce qui se passe sur le plan relationnel.
On vise dans l'intervention et particulièrement dans la rétroaction vidéo à soutenir le répertoire des comportements parentaux. Donc, on ne va pas être en train de dire aux parents comment il aurait dû faire ou comment il pourrait faire une prochaine fois. On ne fait pas non plus de modelage. On part de ce que le parent, lui, naturellement offre comme réponse à son enfant et on va l'amener à porter attention à ce qu'il a fait, de positif, de bien, qui vient soutenir le développement de son enfant et favoriser une relation saine et sécurisante. Pour nous, c'est important, le renforcement positif, particulièrement auprès de cette clientèle. Hem, on le sait chez les clientèles, où il y a des difficultés relationnelles, que les parents ont tendance à voir plutôt ce qui fonctionne mal dans leur interaction et particulièrement chez les populations maltraitées où les parents ont une très faible estime d'eux-mêmes. Donc le sentiment de ne pas être à la hauteur comme parent et la crainte aussi que l'intervenant, vienne renforcer, cette présupposition-là qu'ils ont. Et nous, on veut plutôt les amener à voir l'autre côté de la médaille, donc ce qu'ils font, qui est positif pour leur enfant et ce qu'on remarque, c'est plus on renforce des comportements parentaux, plus on explique aux parents aussi pourquoi ce sont des comportements qui sont positifs, plus le parent a tendance à répliquer ce genre de comportement-là et ça fait du sens pour lui après dans le quotidien. Lorsqu'on observe des accros, des difficultés sur le plan relationnel, on fait bien attention de pas trop porter attention à ça et la façon dont on va dire les choses aux parents, on va être très prudent. Mais ce qu'on invite le parent à faire, c'est lui de réfléchir à d'autres façons d'agir. On va, par exemple, questionner le parent sur ce qu'il a compris de ce qui s'est passé et comment il imagine, qu'il pourrait répondre aux besoins de son enfant. Et comme la rétroaction est pas dans l'ici et maintenant où on a besoin dans l'urgence de répondre, ça offre aux parents un espace pour réfléchir à d'autres façons de faire. Donc maintenant, peut-être vous vous demandez: «Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace cette intervention?» Je vais vous présenter brièvement quelques résultats, donc entre autres de 3 études qu'on a publiées. Juste garder en tête que les résultats que je vous présente sont pour le groupe avis, donc le groupe intervention qui a reçu l'avis. Nos, travaux, utilisent des protocoles ASR randomisés, donc on a systématiquement un groupe contrôle, un groupe intervention et on essaie de voir si dans le groupe intervention, contrairement au groupe contrôle, on voit des améliorations. Et donc, dans une première étude, en fait, celle-là, c'est la première qu'on a publiée en 2011, où on avait 80 DIAD signalés pour maltraitance. On a vu que dans le groupe avis, les parents, suite aux 8 rencontres d'intervention, ont montré une amélioration de la sensibilité parentale. On a vu une amélioration de la sécurité d'attachement chez l'enfant, une diminution des comportements d'attachement désorganisés et une diminution des problèmes de comportement chez les enfants les plus vieux de notre échantillon. On a, retesté, l'intervention avec des enfants un peu plus jeunes, qui ont été uniquement signalés pour négligence, donc pas, d'abus, également là, qui étaient répertoriés et ce qu'on a vu, c'est à nouveau une amélioration de la sensibilité parentale chez les parents du groupe avis et là, on s'intéressait plus au développement de l'enfant et ce qu'on a vu, c'est que suite à l'intervention, il y a eu une amélioration au niveau du développement moteur et du développement cognitif chez les enfants qui ont reçu l'avis. Dernière étude que je vous présente rapidement, qu'on vient tout juste de publier, où cette fois-ci, en plus de regarder les effets de l'intervention, avec l'avis, on s'est intéressé à voir est-ce que ce type d'intervention-là peut aussi être utile dans un protocole où on tente d'évaluer les capacités parentales afin de déterminer si les parents, devraient garder, leur enfant, donc maintenir la garde ou est-ce qu'on devrait plutôt envisager une mesure de placement? Et donc ce qu'on a observé, c'est une amélioration de la relation parent-enfant, de manière générale dans les DIAD qui ont reçu l'avis. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que
Les conclusions des intervenants qui ont intégré la vie au protocole, s'est révélé, capable de prédire la récurrence de maltraitance 1 an plus tard. Donc, ce que ces résultats-là nous montrent, c'est que la vie finalement nous aide, à travers un ensemble, d'évaluations, à identifier la capacité du parent à changer ou pas, donc à pouvoir, maintenir la garde de son enfant. Donc si je résume rapidement ces résultats, ce qu'on observe jusqu'à maintenant, c'est que dans nos recherches, la vie a montré qu'on arrive à améliorer les comportements parentaux, la relation parent-enfant et chez l'enfant, la sécurité affective, la régulation comportementale oups, pardon. Hem, je vois mal ma diapo, je vais juste déplacer ça. Le développement cognitif et le développement, moteur, chez les enfants. Donc, on arrive à soutenir un ensemble de sphères, heu, développementales chez l'enfant, ce qui est tout à fait cohérent avec la théorie de l'attachement, avec les travaux qu'on retrouve dans le domaine, mais aussi ça va dans le sens, d'autres études qui ont utilisé d'autres protocoles d'intervention qui sont basés sur l'attachement. Mais ce que nos travaux ont, quand même, la contribution qu'ils apportent, c'est notamment le fait qu'ils s'intéressent à une population d'enfants victimes de maltraitance. Donc, il y en a beaucoup moins d'études qui s'intéressent spécifiquement à cette population très à risque, mais aussi que c'est une intervention qui est de courte durée et donc même auprès d'un échantillon aussi à risque, on arrive à voir, les effets positifs de ce type d'intervention. Là où on en est maintenant dans nos travaux de recherche, on veut continuer à évaluer quelles sont les composantes de la vie qui font que c'est efficace? Est-ce que quand on l'offre à d'autres types de clientèle, on retrouve le même niveau d'efficacité? Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien? Donc, c'est le genre de questions auxquelles on va tenter de répondre. Hem, L'efficacité à long terme aussi, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu tester cet aspect-là, parce que, rapidement, pour le groupe contrôle, les milieux cliniques nous demandent d'offrir également l'intervention au groupe contrôle, ce qui, limite la possibilité par la suite, là, regarder les effets à plus long terme. On souhaite aussi, implanter l'intervention à l'extérieur du Québec, pour voir dans d'autres, systèmes de protection à l'enfance, est-ce que cette intervention-là s'avère efficace? Est-ce qu'elle peut contribuer, aux interventions qui sont déjà offertes? Et c'est dans cette optique-là qu'on va implanter, la vie en France. Donc à la maison d'enfants à caractère social Les Pressoirs du Roi auprès de la fondation, Cognac-J et on est plusieurs chercheurs de la France, et du Québec qui sont impliqués dans ce projet de recherche, dont notamment, Raphaël Milkovitch et Camille Donner-Touati que vous avez entendu ce matin. Et ce projet de recherche est possible, grâce au soutien financier de l'Observatoire national, de la protection de l'enfance et donc dans la recherche, ce qu'on va tenter de, vérifier, c'est est-ce que oui, l'intervention peut, hem, être utile, pour les pressoirs du roi, donc permettre, d'améliorer le développement des enfants et la relation parent-enfant et ce qu'il y a d'unique, dans le protocole qu'on va mettre en place, en France, c'est le fait de tester l'intervention chez les enfants plus âgés. Donc, on vise la clientèle des enfants âgés entre 3 et 10 ans, ce qui nous permettra de voir là, cette efficacité chez les plus vieux. Donc, l'intervention sera mise en place dès le printemps et pour l'année qui va suivre et éventuellement, on pourrait venir vous présenter là, les résultats de cette intervention. Donc, je m'arrêterai ici, pour permettre, peut-être l'échange, avec, l'ensemble du groupe et l'ensemble des présentateurs.